Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la chose que l'armée russe a faite qui lui permet en 2025 d'être une armée extrêmement différente de la puissance qu'elle avait en 2022, mais surtout d'être une armée qui, sur certains pans, est en avance sur la plupart des puissances de l'OTAN. Cela n'a pas grand-chose à voir avec la puissance militaire brute, mais avec une capacité de résilience et surtout d'adaptation qui n'arrive généralement qu'après les premières heures et les premiers mois de choc du combat. Pour cette vidéo, on va s'appuyer sur cet article de Dara Masiko de Foreign Affairs que je vous propose, que je vous encourage à lire. Et nous allons surtout essayer de prendre un petit peu de recul par rapport aux modifications qu'a fait l'armée russe et voir si de notre côté, on n'est pas déjà une guerre en retard. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus. Il y a très peu de classes disponibles. Adapt or die. Au combat, c'est généralement ça. Soit vous arrivez à vous adapter, soit vous mourrez. Les Ukrainiens l'ont excellemment bien montré. Avec cet énorme risque pour eux, à savoir leur disparition, ils ont décidé de s'adapter et de mettre en place une agilité et une réduction entre le temps qu'il faut au retour d'expérience sur le terrain pour arriver chez l'industriel et que l'industriel de son côté puisse réinjecter des choses en adéquation avec la réalité du terrain. Cette adaptation est extrêmement importante et c'est en fait tout simplement l'art de capitaliser sur le débriefing. Alors le débriefing, pour la faire très simple, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout quelque chose d'occidental qui nous vient de l'US Navy avec Top Gun. Rappelez-vous pourquoi Top Gun a été créé, parce qu'au début de la guerre du Vietnam, pour un avion américain abattu de la Navy, vous aviez environ 2,5 avions ennemis, 2,3, 2,5, ce qu'on appelle un kill ratio, un ratio pour tuer l'adversaire de 2,3. L'US Air Force, c'était pareil. Or, la Navy s'est dit, c'est pas suffisant, on veut plus. Ils ont donc créé Top Gun qui, entre autres, a développé chez les pilotes la capacité d'auto-analyse, l'humilité de prendre du recul, d'observer de manière froide leur mission et, à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'enregistreurs dans les machines, ne pas accepter que le résultat dépendait de celui qui avait la plus grande bouche au débriefing. Ça existait dans la chasse. Et donc, ils se sont mis à être data-driven, à prendre en compte le vrai résultat, à ne pas se cacher derrière leur ego au débriefing, ego is not your amigo. Et quand ils sont retournés au combat, le kill ratio avait fait x5, était de plus de 12 pour un avion de la Navy, là où l'US Air Force, qui n'avait pas de Top Gun, qui n'avait pas cette volonté d'amélioration continue, est resté à 2,3. Vous devinez, l'US Air Force s'est rapidement mis à faire comme Top Gun et à former ses équipages à l'art du débriefing. Donc l'adaptation est indispensable au combat. Maintenant, si on regarde 2022, vous avez les Russes qui arrivent initialement avec du très mauvais renseignement, une mauvaise culture, une mauvaise logistique, du matériel qui, d'après l'article, ne fonctionne pas très bien d'un point de vue guerre électronique à cause de soucis conceptuels. Mais tant que vous ne les utilisez pas au combat, vous ne savez pas si ça fonctionne ou autre. C'est comme le Spectra sur Rafale. Tant qu'il ne va pas vraiment au combat, vous avez quand même un petit doute sur le fait qu'il sera bien utilisé ou pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours une différence entre une armée qui a connu le feu et le feu de haute intensité et les autres. Et d'un point de vue
commandement, d'un point de vue entraînement, c'est la même chose. Et donc en 2022, les Russes se sont pris une grosse claque qui a emmené derrière beaucoup d'observateurs occidentaux à avoir un biais extrêmement puissant qui était un biais de se dire puisqu'ils ont été mauvais en 2022, ils seront toujours mauvais. Et donc ils ont été sous-estimés. On en parlait dans Au-delà de l'Ukraine, il faut toujours se méfier de l'adversaire. Les Russes ont été sous-estimés, ce qui a amené à l'échec de la contre-offensive de 2023 avec des décideurs en grande partie biaisés par leur ego et les mauvais résultats des Russes en 2022. Donc on en arrive vraiment à ce point important, ego is not your amigo, et l'importance du retour d'expérience. Maintenant, attention. Dans cet article, ils nous disent clairement que les Russes ont cette volonté de culture du débriefing, de remonter du retour d'expérience et que cela se fait à différents échelons. Le premier échelon, c'est au échelon opérationnel. Vous êtes entre camarades, vous faites du débriefing, tiens, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas. Après, derrière, il faut que l'organisation s'accapare ce retour d'expérience, le classe, le range, le diffuse derrière et fasse évoluer ses doctrines et son niveau d'entraînement. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, il y a eu plus de 400 à 450 modifications dans les doctrines russes, fruit justement de ce retour d'expérience. Et on voit même au niveau opérationnel des guides surgir sur comment se battre contre les drones, des petits guides créés au niveau tactique. Maintenant, quand on regarde, et l'article met bien en avant, il y a quand même une dichotomie entre la volonté de certains au niveau de l'état-major de propager ce retour d'expérience et l'efficacité sur le terrain. Pourquoi? Alors, dès 2022, il y a des chercheurs et également des officiers généraux qui sont venus au plus proche des troupes pour capter ce rétex. Mais la problématique, c'est que si votre échelon au contact a été recruté il y a peu de temps et pas beaucoup formé et envoyé directement, vous pouvez avoir le meilleur rétex ou la meilleure doctrine du monde. Si votre armée n'est pas disciplinée et pas parfaitement alignée à ça, vous aurez forcément des résultats hétéroclites qui dépendent de l'humain au contact de l'ennemi. Donc c'est pas tout de vouloir faire évoluer ces procédures, encore faut-il que ces procédures soient incarnées et donner la chance aux combattants de les incarner, ces procédures. Dans la Navy, on connaît tous l'exemple du tir au pigeon des Mariannes avec des jeunes pilotes japonais qui sont envoyés au casse-pipe face à des Américains. Vous pouvez avoir les meilleurs avions, les meilleures procédures. Si vous n'avez pas l'expérience nécessaire et l'encadrement pour les mettre en œuvre, eh bien, regardez ce que ça a fait dans les Mariannes, ça ne marche pas. Autre point intéressant, en Afghanistan, en Syrie, les Russes ont été au combat, auraient pu capitaliser sur ce retour d'expérience, mais n'ont pas assez capitalisé par rapport à ce qu'ils auraient pu. Et là, ça vient toucher directement certains freins d'une armée qui n'est pas dans une lutte existentielle. Et c'est ça, je pense, la grande différence entre les capacités des Russes à extraire le retour d'expérience et faire évoluer leurs procédures en Afghanistan, en Syrie, qui étaient très faibles, versus actuellement en Russie, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus d'attrition. Et quand vous avez de l'attrition dans vos rangs, notamment chez les officiers, eh bien vous vous retrouvez à faire un peu le ménage sur une hiérarchie qui a été créée de temps de paix, sur des qualités, sur des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui fait de vous un bon combattant au combat. Et au final, c'est peut-être ça la plus grande leçon que l'on peut tirer actuellement de ce qui s'est passé avec l'armée russe, c'est que le choc du combat a réorganisé ce qui fait vraiment la valeur des officiers. Et ce qui est vrai dans l'état-major est forcément vrai également au combat, même s'il y a une attrition qui n'a rien à voir entre l'état-major et les lignes de combat. D'ailleurs, sur ce sujet, en 2003, je me rappelle avoir été très marqué par un général américain qui, après le choc initial et le début de l'invasion de l'Irak, avait annoncé à ses troupes que désormais, la plupart des mauvais combattants adverses étaient décédés et que c'est à partir de maintenant que le combat allait vraiment être difficile, car en face, il restait les combattants, les insurgés, les plus adaptés au combat, les plus malins, les plus efficaces. Il ne s'en doutait pas alors à l'époque, mais il avait grandement raison. Et un adversaire malin va toujours essayer de contourner vos forces pour essayer de toucher vos talons d'Achille. Alors maintenant, il y a un autre frein qui est mis en avant, c'est celui de l'ego ou du biais de supériorité. Rappelez-vous, quand on a vu dans un premier temps les Russes mettre des cages sur leurs chars, l'immense majorité des analystes européens, qui pour la plupart n'avaient jamais connu le combat, se sont moqués. Tout ça pour que derrière, en fait, tout le monde se rende compte que c'est une bonne idée. Donc souvent, notre ego, notre propre biais de supériorité peut entraver le retour d'expérience,
le fait qu'on ne voit pas ou peut nous empêcher d'innover assez rapidement. Vous voulez un magnifique exemple avec les Russes? On en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est l'armée de l'air. Quand on pense armée de l'air, on pense Göring, eh bien c'est un peu la même chose malheureusement. Vous avez beaucoup d'ego chez les officiers de l'armée de l'air et clairement ce que l'on a vu avec la Russie, c'est que l'ego de certains décideurs les ont amenés à croire que leur procédure était bonne et à continuer de manière obstinée à ne pas protéger leurs aéronefs au sol. Ce qui a amené à énormément de pertes à cause de drones, à cause de bombardements au sol, avant qu'ils commencent à accepter de fabriquer des protections pour leurs avions au sol. Et là, c'est un bel exemple de la différence entre le retour d'expérience et le changement hiérarchique dû aux pertes qui peut être très rapide sur le champ de bataille. On voit que les Russes ont arrêté les assauts de chars, non pas que parce qu'ils en ont moins, mais également parce que ça ne marche pas, pour privilégier des petites escouades qui vont arriver et essayer de s'infiltrer, même si ça a d'autres problématiques, comme ça vous empêche de faire une poussée derrière, car vous manquez tout simplement d'hommes. Et à côté de ça, dans l'armée de l'air, moins d'attrition, surtout dans les états-majors, on se retrouve avec une agilité qui est moindre. Donc, en finale, ce qu'on peut voir de tout ça, et ce que les Russes nous apprennent, eh bien, c'est qu'il y a une énorme différence entre une armée qui connaît de l'attrition et qui est obligée de s'adapter et qui a au final ses meilleurs officiers, ses meilleurs hommes qui survivent et qui derrière prennent le commandement, prennent les rênes et vont diffuser les bonnes idées, et une armée où il y a peu d'attrition qui se retrouve à se dire en fait, ce qu'on fait, ça marche bien, qui a son propre ego, qui lui crée un biais de supériorité et qui l'empêche de se transformer. Vous l'aurez compris, ce qu'on a vu ces derniers mois en Europe, eh bien, c'est l'arrivée de drones qui n'ont pas pu être soit détectés, soit interceptés à temps, et même certaines nations qui n'avaient même pas les textes de loi qui permettaient à leur police ou à leur armée d'ouvrir le feu. Dans l'aviation, il y a 3 types de pilotes. Soit vous êtes devant l'avion, en anticipation, dans l'avion, en réaction, soit vous êtes derrière l'avion. Clairement, l'adaptation a vocation à vous amener à être devant l'avion. Nous avons la chance à l'heure actuelle, même si on parle de guerre hybride, nous ne connaissons pas le combat sur notre territoire. Mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur moyen pour continuer à vivre en paix, c'est d'avoir cet état d'esprit d'être dans l'anticipation et d'aller puiser le retour d'expérience chez ceux qui sont au combat. Les nations alliées à la Russie l'ont bien compris, que ce soit les Chinois, les Iraniens ou même les Coréens du Nord, ils captent le retour d'expérience des Russes et nous serions bien mal avisés de ne pas capter leur retour d'expérience ni celui des Ukrainiens. Et ce que l'on a découvert avec cette histoire de drone, c'est que depuis 3 ans, on investit, on aide l'Ukraine sans pour autant capter ce retour d'expérience au maximum de nos capacités. Et ça, c'est tout simplement montrer que nous avons encore des personnes qui ont ce biais de supériorité, qui ont leur ego, qui vient les gêner dans leur capacité à comprendre la guerre du futur et à accepter qu'il faut transformer nos armées afin de pouvoir dissuader de manière conventionnelle, afin de ne pas se retrouver derrière l'avion si dans le futur on se retrouve sur le champ de bataille en direct ou via proxy face à des compétiteurs. Les Russes ont réussi à réduire la durée entre le retour d'expérience, l'injection au niveau des industriels et l'envoi de nouveaux matériels. Ils récupèrent leur retard sur la guerre des drones. Ils anticipent déjà qu'à l'horizon 2030, des états-majors prendront des décisions grâce à l'IA et qu'il faudra qu'ils soient en capacité à faire face, sinon ils perdront dans la boucle d'agilité. Et ils anticipent également que le champ de bataille du futur sera à base de drones, de robots, de systèmes autonomes et pourquoi pas des micro-drones, voire des drones d'oiseaux. Et quand on voit ce genre d'images qui nous proviennent de l'armée chinoise qui accessoirement l'année dernière a commandé 1 million de drones militaires, il est important et urgent de comprendre que même si les Russes n'arrivent pas à appliquer la majorité de leur retour d'expérience directement au combat, leurs alliés capitalisent sur ce rétex, font évoluer leur doctrine, leur base industrielle de défense, et que pendant ce temps-là, de notre côté, je vous encourage à regarder l'évolution de notre format d'armée ou même nos commandes, nous sommes bien loin de cette fameuse économie de guerre pourtant annoncée il y a déjà plusieurs années. Y a-t-il une commande de 30 avions supplémentaires que vous avez pu voir dans la presse ou pas? La réponse est non aujourd'hui. Nous n'avons pas
Nous n'avons pas de contrat dans ce domaine-là, nous n'avons pas de négociation de contrat dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. L'objectif n'est absolument pas de vous faire peur. Nous sommes en France, il y a la dissuasion nucléaire. Voilà, n'ayez pas peur. Allez dehors, on a des temps vraiment merveilleux. Et comme disaient les guignols de l'info, voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Mais s'il y a un point à retenir, et c'est une expérience que j'en ai également dans le monde de l'entreprise, à partir du moment où l'être humain ne voit pas un danger vital, sa transformation est extrêmement compliquée et il faut croire en la méthode et accepter qu'avec discipline, on peut se transformer avant justement que ça devienne un besoin vital. À très vite sur la chaîne, pourquoi pas dans votre entreprise, et d'ici là, fly safe.